Il existe un niveau de discipline qui pousse les gens à te regarder avec crainte. Pas parce que tu représentes une menace, mais parce que ta constance expose la faiblesse des autres. As-tu déjà rencontré quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui se lève toujours à la même heure, qui respecte chacune de ses promesses et qui ne faillit jamais, pendant que tous les autres abandonnent dès la deuxième semaine. Et que dit-on de ces personnes? Ce n'est pas normal. Pourtant, il existe une méthode ancienne, créée par des moines zen au Japon, capable de générer ce type de constance presque surhumaine. Ils l'appellent Guji, une pratique qui se soutient par elle-même. Aujourd'hui, je vais te montrer comment appliquer ce système dans ta propre vie. Une fois que tu comprends son fonctionnement, tu ne romps plus jamais une seule de tes objectifs. Tu ne dépends plus jamais de la motivation. Et tu ne redeviens plus jamais la même personne. Mais il y a un détail important, ce système n'est pas fait pour tout le monde. Il exige que tu tues la partie paresseuse, anxieuse et indécise qui vit en toi, afin de laisser naître un nouveau moi, discipliné, inébranlable et serein. Si tu es prêt pour cela, reste avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, je vais te révéler le niveau de discipline le plus impressionnant que tu aies jamais vu. Mais avant, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, et écris en commentaire, je choisis de devenir inébranlable. Maintenant, commençons. Chapitre 1 Le réveil. As-tu déjà remarqué qu'il existe des personnes qui passent toute leur vie à essayer de changer, sans jamais réussir à maintenir leurs efforts très longtemps? Elles commencent pleines d'énergie, se réveillent motivées, définissent des objectifs, établissent des listes d'habitudes. Mais, dès la deuxième semaine, elles commencent à négocier avec leur propre esprit. Aujourd'hui je suis fatigué. Ça ne fera aucune différence. Demain je compense. Et, quand elles s'en rendent compte, elles sont déjà revenues au point de départ, prisonnières du cycle de la frustration. Un cercle invisible qui finit toujours au même endroit, l'abandon. C'est exactement ce qui est arrivé à Raphaël, un programmeur international. Intelligent, talentueux, avec une carrière solide, mais esclave de sa propre instabilité. Il se réveillait plein d'énergie le lundi, débordant de plans et de motivation. Puis, le mercredi, il abandonnait tout, et le dimanche il promettait que la semaine suivante serait différente. Salle de sport, 2 semaines. Méditation, 3 jours. Lecture, 3 pages. Le schéma était aussi prévisible qu'une horloge en panne. Toujours le même début, la même fatigue, la même culpabilité. Ce qu'il ignorait et que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que le manque de discipline n'est pas un manque de volonté. C'est une erreur de conception mentale. L'esprit humain n'a pas été créé pour maintenir un effort constant, il a été créé pour survivre. Et c'est pour cela qu'il recherche toujours le chemin le plus confortable. Il te convainc que, aujourd'hui, ça ne changera rien. C'est ainsi que le cerveau te vainc, en utilisant la logique pour justifier l'abandon. Raphaël avait tout essayé. Application, feuille de calcul, système de récompense, promesses. Rien n'y faisait. Jusqu'au jour où il découvrit un ancien système utilisé par des moines zen au Japon, une méthode capable de créer une constance si solide qu'elle finit par intimider ceux qui la pratiquent. Il l'appelait Guji, la pratique qui se perpétue elle-même. Un système où l'effort disparaît et où l'habitude devient une extension naturelle de l'être. Ce fut alors que Raphaël eut sa première révélation, la discipline ne se construit pas avec l'émotion, mais avec la structure. Il comprit que tous ses échecs provenaient d'une erreur simple, tenter de maintenir la constance grâce à la motivation. Mais la motivation est comme une étincelle, elle chauffe au début, puis s'éteint dès que souffle le vent. La véritable discipline est lorsque tu arrêtes d'essayer, et que tu commences à être. Il ne s'agit pas de te réveiller chaque jour avec l'envie. Il s'agit de te réveiller, même lorsque tu n'en as aucune. À partir de ce moment, Raphaël décida d'arrêter d'essayer d'être discipliné. Il décida de devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'essayer. Il ne dit pas « je vais essayer de méditer ». Il dit « je suis une personne qui médite tous les jours ». Et ce simple changement de formulation transforma tout. Car il déplaça le centre de gravité de l'action, il quitta l'effort pour entrer dans l'identité. Ce fut son véritable réveil, le moment où son esprit cessa d'être un ennemi pour devenir un allié. Il comprit qu'il n'avait plus besoin de motivation. Il avait besoin d'un nouveau moi. Et lorsque tu changes qui tu es, ce que tu fais cesse d'être une obligation pour devenir une conséquence. La discipline ne commence pas quand l'alarme sonne. Elle commence quand tu décides qui tu seras lorsque l'alarme sonnera. C'est ce que Raphaël réalisa, tout échec d'habitude naît d'une identité fragile, et toute véritable constance naît d'une décision ferme sur qui tu es. Je n'ai pas besoin d'essayer d'être discipliné. Je le suis déjà. Écris dans les commentaires, je réveille mon nouveau moi. Car c'est ici, dans ce premier pas, que l'esprit comprend qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est ici que le cycle de l'autosabotage s'achève, et que la discipline cesse d'être un choix pour devenir ta manière naturelle d'exister. Chapitre 2 Le secret des moines. Dans les temples du Japon,
il existe une pratique millénaire capable de transformer des êtres humains ordinaires en symboles vivants de discipline. Il l'appelle Guji, ce qui signifie pratique continue sans interruption. Depuis l'an 1200, chaque jour, exactement à 3h30 du matin, une cloche retentit. Le son est doux, mais sa signification est immense, c'est le rappel de la discipline. Le rappel qu'il n'y a pas de pause, que la pratique continue, que la volonté du corps est insignifiante face à la clarté de l'esprit. Depuis ce premier son de cloche, il y a plus de 800 ans, les moines se lèvent. Pas à 3h25, ni à 3h35. À 3h30. Toujours. Sans exception. Mais le plus impressionnant n'est pas ce qui se produit, c'est ce qui ne se produit pas. Aucun moine ne se réveille en se demandant s'il va se lever. Cette question n'existe pas. Car ils ont compris quelque chose que presque personne ne comprend. L'esprit humain ne trouve la liberté que lorsque les décisions cessent d'être réversibles. Le cerveau a deux tiroirs pour tout ce que nous faisons. Celui du « je peux revenir en arrière » et celui du « il n'existe pas de seconde option ». Tant que tu vis dans le premier tiroir, la discipline sera une guerre quotidienne. Mais lorsque tu places une décision dans le second, lorsqu'elle cesse d'être un choix pour devenir une partie de ce que tu es, toute négociation prend fin. C'est ce que Raphaël comprit lorsqu'il étudia le Guji. Jusqu'alors, il vivait dans le tiroir de la réversibilité. Il promettait d'essayer et c'est pour cela même qu'il échouait. Car toute promesse contient une petite fissure par laquelle s'échappe la possibilité de renoncer. Un vœu, lui, change tout. Alors Raphaël fit quelque chose qui semblait minime, mais qui transforma l'architecture même de son esprit. Il écrivit sur un papier. Je suis une personne qui médite 20 minutes par jour, à 5h du matin, pendant 90 jours consécutifs. Puis il signa. Et il le rendit public, il le publia en ligne, le dit à sa petite amie, en parla à ses collègues, en informa ses amis. Sans s'en rendre compte, il transforma toutes ces personnes en gardiens de sa parole. À partir de ce moment-là, ce n'était plus un objectif personnel, c'était une déclaration publique. Or, lorsqu'il perçoit un engagement devant les autres, le cerveau interprète l'échec comme une menace pour la survie. C'est un héritage ancien, nos ancêtres dépendaient de l'acceptation de la tribu. Être vu comme quelqu'un qui échoue signifiait perdre le droit à la protection. Et aujourd'hui encore, cette logique primitive vit en nous. La première épreuve arriva le 3e jour. À 5h du matin, le réveil sonne. Et l'esprit recommence sa vieille chanson, « Tu es fatigué ? Aujourd'hui ne fera aucune différence ?» Mais, pour la première fois, renoncer semblait plus douloureux que continuer. La simple idée d'affronter le regard des autres et d'admettre qu'il avait échoué était insupportable. C'est alors qu'il comprit le premier secret des moines, la honte publique devient une alliée quand le but est noble. À cet instant, le désir d'abandonner perdit de sa force. Peu à peu, Raphaël ressentit quelque chose d'encore plus profond. La véritable discipline commence lorsque tu élimines la possibilité d'abandonner. Quand il n'existe plus de peut-être, de plus tard ou de demain. Il ne reste que maintenant, que oui, que l'action. C'est cela, le pouvoir des vœux irréversibles. Il ne demande pas un effort quotidien, il demande de la fidélité à la personne que tu as décidé de devenir. Et plus tu es fidèle, plus ton esprit se calme. Le bruit du « et si » disparaît, laissant place à une nouvelle voix, « voilà qui je suis ». C'est ainsi que Raphaël fit son premier pas vers ce que les moines appellent l'identité de la pratique. Il n'était plus quelqu'un qui essayait d'être discipliné. Il était la discipline, incarnée en forme humaine. Et le plus étonnant, c'est que plus cette transformation devenait naturelle, plus les gens autour de lui se sentaient mal à l'aise. Car rien n'effraie autant qu'une personne qui accomplit absolument tout ce qu'elle dit. Retiens cette phrase, ce que je déclare, je le deviens. Et écris dans les commentaires, j'accomplis ce que je déclare. Car au moment où la promesse devient identité, l'impossible devient routine. Chapitre 3 La guerre interne. Même après avoir fait sa déclaration publique, Raphaël se rendit compte que la véritable bataille était loin d'être terminée. Parce que l'esprit peut se taire pendant quelques jours, mais le corps, lui, reste fidèle aux anciens plaisirs. Il obéit à des habitudes qui n'existent plus, comme un soldat suivant encore les ordres d'un commandant disparu. Le corps ne s'intéresse ni aux promesses, ni aux idéaux. Il veut la chaleur des couvertures. Il veut le confort du repos. Et c'est là que commence la guerre la plus silencieuse et la plus difficile de toutes, la guerre entre ton corps paresseux et ta conscience éveillée. Chaque matin, à 5 heures précises, Raphaël vivait le même duel. Une partie de lui disait « Lève-toi ». L'autre murmurait « Juste 5 minutes de plus ». Et ce juste 5 minutes est l'endroit exact où les rêves meurent. C'est dans cet intervalle minuscule que l'esprit gagne, car il sait qu'il n'a pas besoin de t'arrêter complètement, il lui suffit de te retarder. Tu as déjà vécu ça. Le réveil sonne. Tu sens l'impulsion de te lever, mais tu penses « Je suis déjà réveillé, je peux rester un peu ». Ensuite, il est trop tard. Le corps a gagné.
Pas par faiblesse, mais par manque de stratégie. Au début, Raphaël croyait que vaincre cette voie relevait de la force de volonté. Mais la volonté est trop fragile pour lutter contre la biologie. Alors il découvrit le deuxième principe du Guji, les heures non négociables. Le cerveau humain consomme de l'énergie pour décider. Chaque choix, même minuscule, dépense de la glucose, de l'attention et de la stabilité émotionnelle. C'est pourquoi chaque matin, quand tu te demandes, maintenant ou plus tard, tu gaspilles le carburant qui devrait être utilisé pour agir. L'indécision est un voleur déguisé en liberté. Raphaël choisit donc une heure fixe, 5 heures du matin. Pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle est simple. Pendant que le monde dort, personne ne l'appelle, personne ne le distrait, et aucune excuse ne survit. C'était son territoire sacré, l'heure où il n'existait aucune interférence, seulement une décision. Et lorsque tu élimines le camp, l'action cesse d'être une option pour devenir un réflexe. La première semaine fut un enfer. Son corps résistait, son esprit protestait, et le réveil semblait devenu un ennemi personnel. À chaque sonnerie revenait l'envie de tout saboter. Pas aujourd'hui, je suis fatigué. Mais durant la deuxième semaine, quelque chose d'extraordinaire arriva. Avant même que l'alarme ne sonne, il était déjà éveillé. C'était comme si son corps, épuisé de lutter, s'était finalement soumis à la nouvelle commande. Et c'est exactement là que presque tout le monde abandonne, juste au moment où le corps est sur le point d'apprendre. Parce que l'inconfort des premiers jours n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que l'esprit est en train d'être reprogrammé. La résistance est le bruit du cerveau qui s'adapte. Marc Aurèle disait, « Ce qui résiste à l'effort se renforce par l'effort ». Raphaël le comprit profondément. Chaque matin de lutte était, en réalité, un matin de renforcement. Pendant que les autres attendaient de ressentir l'envie d'agir, lui créait cette envie par l'action elle-même. Le 14e matin, tout bascula. Le réveil sonna et ses pieds touchèrent le sol avant même qu'il puisse y penser. Pas de débat. Pas d'excuses. Seulement du mouvement. C'est là qu'il découvrit l'essence du Guji. La discipline, ce n'est pas faire avec envie. C'est faire jusqu'à ce que l'envie ne soit plus nécessaire. Le cerveau adore les modèles. Quand tu répètes quelque chose chaque jour à la même heure, il finit par dire « ceci est inévitable ». Et ce qui est inévitable cesse d'être une lutte, cela devient une nature. Alors la discipline cesse d'être un combat contre soi-même et se transforme en un état de paix active. Le corps obéit, l'esprit se tait, et le temps cesse d'être un ennemi. Cette force naît précisément du moment où tu cesses de te demander si tu vas le faire, et que tu te mets simplement à le faire. Voici la phrase de pouvoir que tu peux utiliser, j'élimine le choix. J'agis. Et écris dans les commentaires, j'agis sans négocier. Chapitre 4 ou le chemin unique. La plupart des gens croient que la variété rend les choses plus intéressantes. Mais sur le terrain de la discipline, la variété est la graine de l'instabilité. Chaque fois que tu modifies ce que tu fais, ton esprit doit tout redécider. Et chaque micro-décision devient une fissure, une invitation pour que ton ancienne version revienne et recommence à négocier. Raphaël l'apprit de la pire manière. Malgré un horaire fixe, il tombait encore dans le piège du changement. Certains jours, il méditait. D'autres, il lisait. Parfois, il faisait de l'exercice. Son corps était prêt, mais son esprit insistait pour changer les règles du jeu. Plus il essayait d'innover, plus il revenait au point de départ. C'est alors qu'il découvrit le troisième principe du Guji, le chemin unique. Les moines enseignent que la véritable liberté naît à l'intérieur de la forme. La routine, bien utilisée, n'est pas une prison, mais un portail. Celui qui fuit la répétition fuit son propre progrès. Raphaël décida donc de suivre exactement la même séquence chaque jour, sans exception, 20 pompes, 10 minutes de méditation, 10 minutes de lecture. Rien de plus, rien de moins. Même ordre, même durée, même endroit. Au début, cela semblait ennuyeux. Son esprit criait, cela devient monotone. Tu vas t'épuiser, fais quelque chose de différent. Mais il résista, car il comprit que l'ennui est le déguisement que le cerveau utilise lorsqu'il a peur de se transformer. À la 3e semaine, le malaise atteignit son apogée. Mais à la 4e, quelque chose commença à se briser, non pas la discipline, mais la résistance. Le corps se mit à bouger avant même la pensée. La pratique commença à se soutenir toute seule. Ce qui était répétitif devint naturel, et ce qui était naturel devint sacré. C'est alors que Raphaël comprit ce que DGEN, le maître zen, voulait dire lorsqu'il écrivit « La pratique correcte est celle dans laquelle le pratiquant disparaît ». Car plus Raphaël répétait, moins il pensait, et plus il était. La lutte se transforma en rythme, l'effort en fluidité, et l'acte de répéter cessa d'être une obligation pour devenir une méditation. La science moderne explique ce phénomène avec une précision presque poétique. Des chercheurs du MIT ont découvert que lorsqu'une action est répétée dans le même contexte pendant environ 60 jours, les ganglions de la base prennent le contrôle. Autrement dit, le comportement devient automatique,
tu n'as plus besoin de décider, seulement d'exécuter. La discipline cesse alors de dépendre de la volonté et commence à dépendre de ton identité neuronale. À ce moment, Raphaël comprit une vérité profonde. La constance ne vient pas de la force, mais de l'abandon. Tu ne conquiers pas la discipline en poussant le temps. Tu la conquiers en laissant le temps agir sur toi. C'est pourquoi, quand les autres en sont encore à décider quoi faire aujourd'hui, tu es déjà à mi-chemin. Alors qu'ils luttent contre le doute, tu récoltes déjà les fruits de la constance. Les gens appellent obsession ce qu'ils sont incapables de maintenir. Mais ce qui ressemble à un excès pour ceux qui abandonnent vite n'est que de la régularité pour celui qui a compris le pouvoir du simple. La routine que tant de gens craignent est le sol où fleurit l'extraordinaire. Elle est comme le marteau du sculpteur, répétitif, prévisible, mais capable de transformer la pierre en forme. C'est pour cela que la discipline est un art, tu répètes jusqu'à disparaître, et il ne reste que l'œuvre, le résultat de ta constance. Et c'est ici que la discipline devient terrifiante. Car quand les autres sont encore en train de décider, toi, tu es déjà loin. Ton esprit cesse d'être un obstacle et devient un moteur. Le monde commence alors à te regarder avec un mélange d'admiration et d'incompréhension, non pas parce que tu es différent, mais parce que tu es constant. Commence dès aujourd'hui à utiliser la répétition. Écris, je deviens ce que je répète. Car au fond, la véritable maîtrise ne consiste pas à faire beaucoup, mais à faire la même chose jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de toi. Chapitre 5, la pratique sans interruption. Le plus grand ennemi de la discipline n'est pas la paresse, mais la pause. Cette petite voix qui murmure, aujourd'hui, ce n'est pas possible, demain je compenserai. Cette pensée, apparemment inoffensive, est celle qui détruit des années de progrès. Car le cerveau ne comprend pas « demain ». Il ne reconnaît que ce qui est continu. La discipline ne s'effondre pas à cause des chutes, mais à cause des brèches. Ce qui s'arrête meurt. Ce qui coule vit. Raphaël comprit cela lorsqu'il tomba malade au 40e jour de sa routine. Il se réveilla avec de la fièvre, le corps endolori, la tête lourde. Tout en lui criait « Repose-toi, tu l'as mérité ». Et peut-être que c'était vrai. Mais à cet instant, il comprit quelque chose qui changea tout. La discipline n'est pas une question de perfection, mais de continuité. Le fleuve n'a pas besoin de couler avec force chaque jour, il doit seulement continuer à couler. Alors malade, Raphaël fit le minimum. Il ne pouvait pas faire 20 pompes. Il en fit 2. Il ne parvenait pas à méditer 10 minutes. Il médita 1 minute. Il ne put pas lire un chapitre. Il lut une page. C'est ainsi qu'il découvrit le principe le plus puissant du Guji, la pratique sans lagune, la pratique sans une seule brèche. Les moines zen disent, si le fleuve s'assèche un instant, il cesse d'être un fleuve. Il en va de même pour la pratique. Au moment où tu t'arrêtes, tu n'es plus quelqu'un de discipliné, tu es quelqu'un qui l'était. Lors d'un voyage suivant, Raphaël se retrouva coincé dans un aéroport. Rien n'était en sa faveur, aucun cadre idéal, aucun gymnase, aucun silence. Pourtant, il s'agenouilla dans les toilettes et fit ses pompes. Il médita dans un Uber. Il lut dans l'avion. Et il s'endormit avec le sentiment d'être complet. Les gens le regardaient avec étonnement. Il souriait, car il avait compris que la discipline, ce n'est pas faire ce qui est idéal, c'est faire ce qui est possible. C'est ce point précis qui sépare les amateurs des constants. Les amateurs attendent le moment parfait. Les constants agissent, même lorsque rien n'est parfait. La discipline ne demande pas un environnement. Elle demande une décision. Et il y a quelque chose d'étonnant dans cela, plus le moment est imparfait, plus le symbole est fort. Chaque fois que tu agis malgré le chaos, tu graves en toi un message, je continue, même lorsque le monde s'arrête. La constance est le véritable stoïcisme en action. Sénèque disait, la constance est la vertu qui maintient l'homme debout au milieu des tempêtes. Et c'est exactement ce que ressentit Raphaël. Même fatigué, il se sentait invincible. Car lorsque tu maintiens le mouvement, même minime, le corps apprend qu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est alors que le monde commence à te traiter d'excessif, d'obsessif, de déséquilibré. Mais ils ne comprennent pas que l'équilibre ne consiste pas à faire moins, mais à maintenir le flux. Ce qui ressemble à une obsession n'est, en réalité, que de la sérénité. La discipline extrême n'est qu'une constance normale portée jusqu'à son terme. Et c'est pour cela qu'elle effraie. Elle te libère de la culpabilité de t'arrêter, des oscillations émotionnelles, du poids des excuses. C'est le pouvoir de continuer même avec le cœur fatigué, car tu ne dépends plus d'avoir envie. Et quand tu comprends cela, la pratique cesse d'être une obligation pour devenir un rituel. Le simple fait de continuer se transforme en une prière silencieuse, je ne m'abandonne pas. Écris, je ne m'arrête pas. Je continue. Car ce qui sépare celui qui essaie de celui qui se transforme, ce n'est pas la taille du pas, mais le fait de ne jamais interrompre le chemin. Chapitre 6, les pré-résolutions. La plupart des gens croient que la discipline s'effondre lorsque la motivation disparaît.
mais la vérité, c'est qu'elle meurt dans l'imprévu. Non pas parce que les obstacles sont impossibles à surmonter, mais parce qu'ils arrivent par surprise. Quand quelque chose te prend au dépourvu, un retard, une maladie, un patron qui te retient plus tard, l'esprit court immédiatement vers le refuge le plus confortable qu'il connaît, l'excuse. Aujourd'hui, ce n'était pas possible. Ces 3 mots ont détruit plus de promesses que n'importe quel véritable échec. C'est la manière polie de se rendre. Car, ce n'était pas possible, ne veut presque jamais dire que c'était impossible. Cela signifie simplement que tu n'avais pas de plan lorsque le chaos est arrivé. Les moines zen ont résolu ce problème il y a des siècles. Ils ne décident jamais au cœur de la tempête. Ils décident avant qu'elle n'arrive. Quand la salle de méditation est inondée, ils se réunissent dans la cour. Quand la cour brûle, ils méditent dans le réfectoire. La cloche sonne et le corps obéit, sans débat, sans justification, sans « peut-être demain ». Raphaël comprit que c'était précisément là où il échouait. Il planifiait les bons jours, mais jamais les mauvais. Il avait un plan pour l'idéal, mais aucun protocole pour le chaos. Et c'est justement dans le chaos que la discipline est mise à l'épreuve. Alors il créa son propre manuel de guerre. Il écrivit chaque obstacle qu'il avait déjà fait abandonner, voyage, maux de tête, manque de temps, visite, fatigue, puis il définit des réponses automatiques. S'il pleut, j'entraîne dans le garage. Si je suis en voyage, pompe dans la chambre d'hôtel. S'il y a des visites, entraînement silencieux. Si le corps se plaint, je fais la version minimale. Rien n'était laissé sans réponse. Et cette préparation changea tout. Quand l'obstacle apparaissait, il ne pensait plus, il agissait. C'est là que la discipline se consolide, quand la décision a été prise avant l'arrivée de la difficulté. Lorsque tu sais déjà quoi faire face à l'imprévu, celui-ci cesse d'être un ennemi et devient un simple décor. La science l'explique. Des chercheurs de l'université de Yale ont démontré que, lorsque tu définis tes actions à l'avance, le cerveau élimine la fatigue décisionnelle dans les moments critiques. Tu conserves ton énergie mentale, parce que le choix a déjà été fait. En pratique, cela signifie que la volonté cesse d'être une réserve limitée et devient une ligne continue d'exécution. La discipline devient instinct. Et c'est cela qui rend le méthode Guji presque intimidante, l'élimination de toute négociation. La pratique continue non pas parce que tu décides chaque jour, mais parce que tu as décidé une fois, et que tu n'as plus jamais eu à décider de nouveau. Voilà pourquoi les moines restent inébranlables face à l'inattendu. Ils ne sont pas froids, ils sont préparés. C'est là la véritable essence de la discipline, éliminer la surprise. Car ce qui te détruit, ce n'est pas l'obstacle, c'est le « je ne m'attendais pas à ça ». La vie va te mettre à l'épreuve. Elle va désorganiser ta routine, changer les règles, t'enlever tes repères. Mais lorsque tu as tes pré-résolutions écrites, tu réponds au chaos avec sérénité, comme quelqu'un qui sait déjà que le résultat sera le même. La pratique continue. La pratique continue. Répète cette phrase jusqu'à ce qu'elle devienne une part de ton identité. Ce que je décide avant me renforce après. Écris, mes décisions sont déjà prises. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans la prévision. Et celui qui a décidé avant ne sera plus jamais vaincu par le hasard. Chapitre 7 Les blocages de la peur. Il existe un type d'obstacle qu'aucun plan, même parfait, ne peut anticiper, la peur. Pas la peur physique, mais la peur psychologique. Celle qui immobilise les mains, paralyse l'esprit et te pousse à te cacher derrière de bonnes justifications. La peur est le saboteur invisible de la discipline, car elle n'apparaît pas en criant, elle murmure. Et si j'échoue? Et s'il se moque de moi? Et si je ne suis pas assez bon? Raphaël comprit que, même avec une planification impeccable, il restait un ennemi qui vivait en lui, le doute silencieux. Le pire, c'est que la peur arrive toujours déguisée en logique. Tu es fatigué. Mieux vaut t'arrêter. Cela ne sert à rien d'insister. Ce n'est pas en train de fonctionner. Peut-être que tu forces trop. Mais derrière cette voix raisonnable se cache toujours une tentative d'autoprotection. L'esprit essaie de te garder petit pour ne pas te voir échouer. Le problème, c'est qu'en fuyant l'échec, tu fuis aussi l'évolution. La peur est un gardien de portail, elle apparaît chaque fois que tu es sur le point de passer au niveau supérieur. C'est pourquoi les moines disent que la peur ne doit pas être combattue, mais observée. Quand tu l'observes sans fuir, elle perd son pouvoir, car la peur ne résiste pas à la lumière de la conscience. Raphaël commença alors à pratiquer quelque chose qui transforma complètement sa relation avec la peur. Avant de dormir, il écrivait « De quoi ai-je peur pour demain ?» Puis juste en dessous, « Quelle action minimale puis-je accomplir malgré cette peur ?» C'était simple mais profond. Transformer la peur en tâche, c'est comme lui retirer son venin tout en gardant le remède. Le lendemain, il exécutait ce qu'il avait écrit, et chaque petit acte devenait une mission, une micro-victoire sur l'esprit craintif. Nietzsche disait, tout ce qui est profond aime le masque. La peur est l'un de ces masques.
derrière elle se trouve presque toujours un désir refoulé de grandir. Et lorsque tu l'affrontes, tu comprends qu'elle ne voulait pas t'empêcher d'avancer, elle voulait vérifier si tu étais vraiment prêt. Raphaël découvrit alors que la discipline la plus puissante n'est pas celle qui ignore la peur, mais celle qui avance même en tremblant. Le courage est une décision. La tête dit, arrête-toi. Le cœur répond, continue. Et le corps obéit. C'est là que la peur se transforme en carburant, car chaque peur contient de l'énergie. Quand tu la traverses, cette énergie devient un élan. Chaque matin où il agissait malgré la peur, quelque chose de nouveau naissait en lui. Le doute diminuait. La confiance grandissait. Et peu à peu, la discipline cessa d'être une lutte contre la peur pour devenir une alliance avec elle. Il finit par comprendre, la peur n'est pas un signal d'arrêt. C'est le signal que je vais dans la bonne direction. Écris dans les commentaires, ma peur me fait avancer. Car la peur est la porte qui protège ce que tu désires le plus. Et celui qui traverse la peur traverse aussi sa propre limitation. Chapitre 8 La transformation. Lorsque la discipline devient une partie intégrante de ce que tu es, quelque chose change dans l'air autour de toi. Les gens le sentent, même si tu ne dis rien. Certains l'admirent, d'autres en sont dérangés. Et c'est ainsi que tu sais que tu as atteint le bon niveau, lorsque ta constance commence à révéler l'inconstance des autres. Raphaël commença alors à entendre les phrases que toutes les personnes disciplinées finissent par entendre. Tu exagères. Ce n'est pas ça. Tu devrais te détendre. Mais ce qu'elle voulait vraiment dire, c'était, tu fais ce que moi, je n'arrive pas à faire. Car la véritable discipline fait peur. Elle est un miroir qui reflète, à celui qui stagne, tout ce qu'il pourrait être. Et voici le secret, tu ne pratiques pas pour prouver quoi que ce soit. Tu pratiques parce que tu ne peux plus être autre chose. La constance cesse d'être un choix et devient une identité. Tu n'essaies plus d'être discipliné. Tu es la discipline en mouvement. L'esprit qui auparavant négociait, maintenant obéit. Le corps qui résistait, désormais agit. Et l'effort se transforme en fluidité. Le philosophe William James disait que la plus grande découverte de l'humanité est que l'être humain peut se transformer lui-même en modifiant son attitude mentale. C'est exactement ce que fit Raphaël. Il ne créa pas seulement des habitudes, il créa un nouveau soi. Un soi qui ne dépend ni de la motivation, ni de l'éloge, ni de la chance. Un soi qui comprend que le respect de soi-même naît de l'accomplissement silencieux. L'ancien lui, celui qui abandonnait, remettait à plus tard, inventait des excuses, céda la place à quelqu'un qui fait simplement ce qu'il dit. C'est une mort et une renaissance. La mort du moins instable. La naissance du moins inébranlable. Et lorsque les gens te regardent et disent, ce n'est pas normal. Tu souris. Parce que tu comprends enfin, tu n'es pas né pour être normal. Tu es né pour être un exemple. À présent, la question est, es-tu prêt à tuer ton moi fragile pour laisser naître ton moi inébranlable? Es-tu prêt à renoncer au confort pour découvrir qui tu peux réellement devenir? Car au fond, il ne s'agit pas seulement de te lever tôt, de t'entraîner, de lire ou de méditer. Il s'agit de devenir quelqu'un qui ne peut plus vivre sans propos, sans direction, sans verticalité intérieure. C'est à ce moment précis que la discipline cesse d'être un effort et devient une essence. Le point où l'impossible cesse d'exister. Écris dans les commentaires, je suis devenu inébranlable. Car lorsque ta discipline inspire et effraie en même temps, c'est le signe que tu as atteint le niveau que seuls quelques-uns atteignent, le niveau de la transformation réelle. Tu as trouvé le pouvoir le plus rare, celui qui naît de la maîtrise absolue de toi-même. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si cette réflexion t'a offert une nouvelle perspective, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure durable.